Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au bear market en cours et que j'ai intitulée Le temps du crack avec un point d'interrogation, tout simplement parce que je pense que l'heure de vérité est arrivée et qu'on devrait savoir dans les semaines qui viennent si le marché va craquer ou non. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai pas posté de vidéo depuis un certain temps, j'ai profité des dernières semaines pour me reposer et mener à bien d'autres projets. Bien entendu, si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est toujours motivant pour la suite. Dans cette vidéo, on va donc faire le point sur la situation en se focalisant dans un premier temps sur l'indice CAC 40, puis dans un second temps sur 15 entreprises qualitatives européennes en souffrance depuis le début de l'année. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer par faire le point sur le bear market en cours. Je vous rappelle qu'un bear market ou marché baissier prolongé en français correspond à une baisse de cours de 20% ou plus. Ce seuil de 20%, bien que totalement arbitraire, caractérise très bien les périodes de crise en bourse et le moins qu'on puisse dire, c'est que les bourses ne sont pas au mieux actuellement. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis un graphique du CAC 40, le CAC 40 cash, le marché cash, entre 1987 et 2022. Et ce qu'on peut voir, c'est que le CAC 40 affiche son 11e bear market depuis 1987, soit un bear market tous les 3,2 ans. Autrement dit, il est important d'avoir conscience lorsqu'on investit à long terme que les bear markets, les marchés baissiers prolongés, sont récurrents en bourse. Alors à mon avis, il est également important de se souvenir que les marchés sont haussiers 70% du temps environ et baissiers 30% du temps environ. Ce qui veut dire également que le beau temps vient toujours après la pluie et ça, c'est pour mon côté optimiste. Pour rentrer dans le détail ici, on peut noter que le CAC 40 a été en bear market en 1987, c'est ce qu'on a ici avec une baisse de 43% de l'indice, puis entre 1990 et 1991 ici avec une baisse de 33% de l'indice, puis entre 1994 et 1995 ici avec une baisse de l'indice de 27%, puis en 1997 avec une baisse de l'indice de 20%, puis en 1998 avec une baisse de l'indice de 34% qui correspond à la crise financière asiatique en Asie du Sud-Est. Puis on a les deux gros bear market historiques sur le CAC 40, donc entre 2000 et 2003 avec une baisse de l'indice de 65%, puis entre 2007 et 2009 avec une baisse de l'indice de 60%. On va retrouver ensuite une baisse de l'indice de 35% en 2011 avec la crise des dettes souveraines en Europe et puis une baisse de l'indice entre 2015 et 2016 de 26% qui correspond à la contraction de l'économie chinoise notamment. Et puis plus proche de nous, on a cette chute de l'indice de 40% en 2020 pour les raisons qu'on connaît avant une très forte remontée entre 2020 et 2021. Ce qu'il est bon de noter sur ce graphique, c'est la nature de la pente lors des différents bear markets, une pente relativement raide à chaque fois, donc que ce soit en 1987, 2000, 2003, 2007, 2009 par exemple, 2011 ou 2020 plus récemment. C'est-à-dire qu'un bear market peut être couplé à un crack boursier, et donc c'est ce qu'on a eu en 1987, c'est ce qu'on a eu également fin 2008, début 2009, ou c'est ce qu'on a eu en 2011 par exemple, ou plus récemment en 2020. Et donc lorsqu'un bear market est couplé à un crack boursier, le mouvement baissier devient extrêmement directionnel. Alors on peut noter ici que la moyenne de ces bear markets est de moins 38,3%, ce qui veut dire que en moyenne, le CAC 40, lors des bear markets depuis 1987, a baissé de 38,3%. Ça nous donne un premier point de repère. Alors, il est bon de noter que le CAC 40 est en baisse de 22% depuis ses derniers plus hauts fin 2021 et donc on est potentiellement à la moitié du gué, à la moitié du chemin par rapport à cette baisse moyenne lors des bear markets de 38,3%. Enfin, dernier point important, le CAC 40 a connu des drawdowns supérieurs à 40% ou des baisses supérieures à 40% en 1987 avec un drawdown de moins 43%, en 2000-2003 avec un drawdown de moins 65%, en 2007-2009 avec un drawdown de moins 60%, et puis en 2020 avec un drawdown de moins 40%. Et lorsqu'on fait la moyenne de ces drawdowns extrêmes, comme je les appelle, on arrive sur une baisse de l'indice de 52%, ça nous donne un second point de repère.
Donc pour synthétiser ce que je suis en train de vous montrer ici, le CAC 40 affiche son 11e bear market depuis 1987, donc c'est quelque chose de relativement courant sur les marchés. On a un CAC 40 qui est en baisse de 22% depuis ses derniers plus hauts, donc fin 2021, en sachant que l'indice CAC 40 baisse en moyenne de 38,3% lors des périodes de bear market, et puis que celui-ci baisse de 52% en moyenne lors des bear markets extrêmes ou des drawdowns extrêmes. Et donc sur base de ces deux points de repère, on est capable de naviguer dans ces marchés. Alors il est bon de noter qu'au moment où je tourne cette vidéo, l'indice CAC 40 est à 5780 points environ et qu'en cas de bear market de 38,3% ou de chute des cours de l'indice de 38,3%, cela nous ramènerait à 4500 points environ. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'un bear market ou une chute de cours de l'indice de 52% nous ramènerait sur des niveaux de 3500 points environ. Donc on a deux niveaux clairement identifiés sur le CAC 40, à savoir 4500 points et 3500 points dans le cas le plus extrême. Bien entendu, en ce qui me concerne, je pense que les zones 5500, 5000 et 4500 points sont des zones extrêmement importantes à court terme. Je serais très surpris de voir le CAC 40, en tout cas d'ici la fin du mois d'octobre, passer en dessous des 4500 points. Alors pourquoi j'ai intitulé cette vidéo le temps du crack ? Tout simplement parce que nous sommes sur des niveaux de peur extrême. Je vous ai mis ici l'indice Fear and Greed Index de CNN. On peut voir qu'on est sur des niveaux de peur extrême. Et que se passe-t-il généralement sur ces niveaux de peur extrême ? On voit ici que l'indice n'est pas totalement à zéro. On assiste soit à un rebond très marqué au cours des mois qui viennent, soit on assiste à un crack boursier avec un mouvement directionnel baissier très marqué. Et donc mon hypothèse de travail aujourd'hui, c'est de me dire que soit le CAC 40 va préserver ses niveaux et évoluer entre 5700 points et 6300 points, donc dans un range, soit le CAC 40 va flusher, c'est-à-dire qu'on va partir dans un mouvement directionnel baissier très important, auquel cas on pourrait aller visiter les 5500 points, 5000 points et 4500 points éventuellement. Bien entendu, je n'ai pas de boule de cristal. Maintenant, lorsqu'on a une approche bottom-up, approche qui est la mienne, et qu'on se focalise davantage sur les fondamentaux des entreprises plutôt que sur la macroéconomie, je pense qu'il commence à y avoir des choses intéressantes dans le marché. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va zoomer sur 15 entreprises européennes qualitatives et puis on va regarder l'évolution des multiples de valorisation au cours des 2 dernières années en se focalisant en particulier sur le PER et le PEG ratio. Alors on va commencer avec l'entreprise Air Liquide qui est en baisse de 25% par rapport à ses derniers plus hauts et on va tout de suite regarder pourquoi il s'agit d'une entreprise qualitative. Alors pour rappel, une entreprise qualitative possède les caractéristiques suivantes, à savoir un faible niveau d'endettement, deuxièmement des marges élevées, c'est-à-dire une marge brute supérieure à 40% et une marge nette supérieure à 10%. Pour une entreprise européenne, on préférera une marge nette supérieure à 20% pour une entreprise américaine, synonyme d'avantage compétitif durable. Troisièmement, il s'agit d'une entreprise dont les rendements sur capitaux sont élevés, à savoir un ROE, un ROIC ou un ROCE élevé. Et puis quatrièmement, il s'agit d'une entreprise dont les résultats sont consistants au cours du temps. Et ça, c'est ce qu'on peut voir ici en regardant depuis combien de temps l'entreprise a un résultat net positif. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais décrire chacun des ratios d'Air Liquide en détail et puis je me focaliserai uniquement sur les ratios de valorisation PER et PEG ratio pour les entreprises suivantes. Bien entendu, vous pourrez prendre le temps de regarder ces différents indicateurs pour chacune des entreprises présentées. Alors la première caractéristique d'une entreprise qualitative, c'est d'avoir un faible niveau d'endettement et on va juger ce niveau d'endettement au travers des 3 ratios qui sont ici, à savoir le ratio dette sur equity, et on préférait d'ailleurs le ratio dette net sur equity, c'est-à-dire dette net sur capitaux propres. On va également juger ce faible niveau d'endettement au travers du ratio dette sur EBITDA et puis au travers de l'interest coverage. Une fois qu'on a déterminé le niveau d'endettement de l'entreprise, on va se concentrer sur les marges puisque une entreprise qualitative a des marges élevées, qu'il s'agisse de la marge brute ou de la marge nette. Donc le niveau des marges va se juger ici au travers de la marge brute, donc gross margin en anglais, et puis au travers de la marge nette, c'est-à-dire la net margin en anglais. Alors on va se concentrer ensuite sur les rendements sur capitaux. Les entreprises qualitatives ont toutes des rendements sur capitaux élevés. On va se concentrer en particulier sur le ROE, donc Return on Equity ou rendement sur capitaux propres en français, idéalement supérieur à 15%. Et puis on va se concentrer ensuite sur le ROIC ou Return on Invested Capital,
rendement sur capitaux investis en français, idéalement supérieur à 8 voire à 10%. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est supérieur à 8-10%, ça veut dire qu'il est automatiquement supérieur au WACC, c'est-à-dire au coût moyen pondéré du capital, autrement dit au coût auquel l'entreprise emprunte pour investir. Et bien entendu, lorsque le ROIC est supérieur au WACC, ça veut dire que l'entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires. Bien entendu, il est toujours important de jeter un œil aux actions en circulation pour voir si celles-ci ne sont pas en augmentation au cours du temps, auquel cas l'entreprise dilue discrètement ses actionnaires, ce qui est bien entendu une mauvaise chose puisque ça détruit potentiellement de la valeur et donc ça détruit la valeur qui a été créée par ailleurs dans l'entreprise. Enfin, il est important de regarder la consistance des résultats, les entreprises qualitatives ayant des résultats consistants au cours du temps avec des années de rentabilité prouvées historiquement. C'est ce qu'on peut voir ici par exemple. Dernier point ici, il est important de regarder le taux de distribution, c'est-à-dire le taux de distribution des bénéfices. On regardera en particulier le dividend payout ratio pour voir si l'entreprise est en mesure de réinvestir ses bénéfices ou bien si l'entreprise distribue une grande partie de ses bénéfices. Bien entendu, plus une entreprise distribue ses bénéfices, c'est le cas ici avec Air Liquide, moins l'entreprise est une valeur de croissance. A l'inverse, moins une entreprise distribue ses bénéfices, plus l'entreprise est une valeur de croissance et donc a une autoroute éventuellement pour croître au fil du temps. Donc je vais me concentrer ici sur les données d'Air Liquide. On voit que la dette sur equity est de 64%, donc on peut penser que la dette nette sur equity est aux alentours de 50%. On voit que la dette sur EBITDA est de 2,32, donc inférieure à 3, ce qui est généralement le seuil que regardent les investisseurs qui investissent justement dans ces entreprises qualitatives. Et puis on voit que l'interest coverage est supérieur à 10, donc aucun problème à ce niveau-là, l'entreprise est raisonnablement endettée. On se rappellera par ailleurs que Peter Lynch n'aimait pas investir dans des entreprises dont le ratio dette nette sur capitaux propres était supérieur à 50%. C'est, je pense, un bon point de repère pour un investisseur qui souhaiterait investir dans des entreprises qualitatives. On note ici que le dividend payout ratio est de 52%, c'est-à-dire que l'entreprise distribue à ses actionnaires 52% de ses bénéfices sous forme de dividendes, ce qui est relativement élevé et ce qui veut dire que l'entreprise n'est pas une valeur de croissance, mais plutôt un stalwart qui reverse la moitié, un peu plus de la moitié même de ses bénéfices au cours du temps. Bien entendu, plus ce dividend payout ratio est faible, plus l'entreprise est en mesure de réinvestir dans l'entreprise et donc d'obtenir un rendement supérieur à celui du marché. Au niveau des marges, on voit que la marge brute est de 55,7%, donc une marge brute strictement supérieure à 40%, qui nous indique que l'entreprise possède un avantage compétitif durable a priori. Et puis au niveau de la marge nette, on voit que celle-ci est d'environ 10%, ce qui veut dire que l'entreprise possède bien un avantage compétitif durable. Au niveau des rendements sur capitaux, on voit que le ROE, donc rendement sur capitaux propres, est de 12,45%, donc un ROE correct sans plus, puisque inférieur à 15%. Et puis au niveau du ROIC, on voit que celui-ci est inférieur à 8%, et donc là, ça pose potentiellement problème. C'est potentiellement un problème si le ROIC venait à rester sur ces niveaux ou à faiblir dans les années qui viennent. Au niveau de la consistance du résultat net, on voit que l'entreprise a généré un résultat net positif au cours des 10 dernières années, ce qui est une très bonne chose. Et puis au niveau des multiples de valorisation, on voit que le PER est passé de 28 en décembre 2021 à 23 au moment où je tourne cette vidéo, donc on a une contraction du PER. Et puis au niveau du PEG ratio, on voit qu'on est passé de 6 à 5. Le PEG ratio reste cependant relativement élevé. Il faudrait bien entendu regarder d'autres ratios de valorisation comme le price to sales ratio par exemple ou le price to book ratio pour se faire une idée. Au final, on a affaire ici à une entreprise qualitative ayant un faible niveau d'endettement ou en tout cas un niveau d'endettement maîtrisé, ayant également des marges élevées et une consistance des résultats au cours du temps. Cependant, les rendements sur capitaux laissent à désirer à mon avis. Alors je passe au deuxième titre de cette présentation, ASSA ABLOY, qui est en baisse de 31% depuis ses derniers plus hauts. Je vous laisserai regarder dans le détail les différents éléments, les différents ratios de valorisation pour vous faire une idée sur la qualité de l'entreprise. Je vais uniquement dorénavant me concentrer sur l'évolution du PER et du PEG ratio dans la suite de cette vidéo.
Donc pour Assa Abloy, on voit que le PER est passé de 28 à 20 en l'espace d'un an, donc on a une forte contraction du PER. Et puis on voit que le PEG ratio est lui passé de près de 3 à 1,82, donc là aussi une très forte contraction du PEG ratio qui est même passé de 5,51 à 1,82 en l'espace de 18 mois environ. Je rappellerai ici au niveau des ratios de valorisation qu'il est important de regarder l'historique de ces ratios pour voir un petit peu quels ont été les points bas sur ces différents ratios au cours du temps. Et puis je vous rappellerai également qu'un PEG ratio inférieur à 1 nous indique potentiellement qu'une entreprise est décotée. Ce n'est pas le cas ici pour Assa Abloy, même si le PEG ratio se rapproche progressivement des 1 et donc que l'entreprise revient sur un prix qui peut être éventuellement intéressant dans une optique de long terme, voire de très long terme. Alors je passe au titre suivant, Téléperformance, qui est en baisse de 37% depuis ses derniers plus hauts. On voit ici que les ratios de valorisation, en tout cas le PER et le PEG ratio, se sont fortement contractés au cours des 18 derniers mois. Le PER passant de 49 fin 2020 à 27 au moment où je tourne cette vidéo, et puis le PEG ratio passant de 2,41 fin 2020 à 1,41 au moment où je tourne cette vidéo. Le titre est en train de revenir sur des niveaux de valorisation beaucoup plus pertinents à mon avis. Maintenant, la question est de savoir si le titre peut décrocher davantage ou non dans les mois qui viennent. À chacun, bien entendu, de se faire son opinion. Je passe ensuite au titre Givaudan, donc coté en Suisse, qui est en baisse de 42% depuis ses derniers plus hauts. On voit là aussi que les ratios de valorisation se sont fortement contractés. Le PER passant de 54 fin 2021 à 35 au moment où je tourne cette vidéo. Et puis le PEG ratio passant de près de 8 à 5,34 au moment où je tourne cette vidéo. Alors bien que l'entreprise Givaudan puisse être considérée comme une entreprise qualitative, il y a deux éléments qui attirent mon attention ici. Premièrement, c'est que l'entreprise a un niveau d'endettement quand même relativement élevé puisque le ratio dette sur equity est de 135% et que le ratio dette sur EBITDA est de 3,92, donc largement supérieur à 3. Premier signal ici, en tout cas signal négatif ici. Et puis deuxième signal négatif potentiellement, c'est le dividend payout ratio de 78%, un peu élevé à mon goût, ce qui veut dire que le dividende pourrait être coupé à un moment. Puis ça veut dire surtout que l'entreprise distribue énormément à ses actionnaires et donc ça veut dire que potentiellement la croissance future va en être impactée. Donc méfiance sur le titre Givaudan qui pourrait encore corriger à mon avis. Alors on passe au titre suivant, Sandvik AB, qui est en baisse de 42% depuis ses derniers plus hauts. Je vous laisserai jeter un œil aux différents ratios ici. On voit surtout que le PER s'est fortement contracté, passant de 28 fin 2020 à 12 au moment où je tourne cette vidéo. Et on voit que le PEG ratio, lui, est passé de 11 quasiment fin 2021 à 2,77 au moment où je tourne cette vidéo. Donc très forte contraction des ratios de valorisation de Sandvik AB, donc une valeur potentiellement intéressante, à condition bien entendu de regarder de plus près le dossier et de comprendre ce que l'entreprise fait en particulier. Je vous laisserai regarder tout ça. Alors je vous ai mis une autre valeur suisse ici, Lonza, qui est en baisse de 44% depuis ses derniers plus hauts. Je vous laisserai regarder les différents ratios de valorisation ici. On peut voir là aussi que le PER s'est fortement contracté entre 2020 et aujourd'hui, passant de 49 à 11. On peut voir également que le PEG ratio est passé de 12,81 fin 2021 à 6 au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça veut dire qu'on a un PER potentiellement attractif avec un PEG ratio potentiellement élevé. Et là encore, c'est un dossier à regarder éventuellement de plus près. Alors je vous ai mis ensuite une valeur allemande, SAP, qui est en baisse de 44% depuis ses derniers plus hauts, on peut le voir ici. Alors sur SAP, il y a plusieurs éléments qui posent potentiellement problème, je vais l'évoquer ici très rapidement. Premièrement, c'est le niveau de l'interest coverage qui n'est que de 3, on préférera des entreprises avec un interest coverage supérieur à 10. Deuxièmement, c'est le niveau du dividend payout ratio de 58%. Là encore, une entreprise qui a tendance à beaucoup distribuer ses bénéfices à ses actionnaires, ce qui impacte potentiellement la croissance future. Et puis, autre élément important, c'est un PER qui n'a pas beaucoup bougé depuis 2020, puisqu'on était à 25 fin 2020, 28 en 2021 et 24 au moment où je tourne cette vidéo, et un PEG ratio relativement stable, ce qui veut dire que ces ratios de valorisation pourraient se contracter davantage dans les mois qui viennent. Pour autant, l'entreprise a perdu 44% de sa valeur au cours des derniers mois et donc je pense que le dossier peut être un dossier intéressant à regarder à condition d'aimer éventuellement les dividendes.
Alors, on passe au titre suivant, Geberit, qui est en baisse de 48% depuis ses derniers plus hauts ici. Là encore, une très belle valeur suisse qui a beaucoup souffert au cours des derniers mois. On peut voir ici que les ratios de valorisation se sont pas mal contractés sur Geberit puisque le PER est passé de 35 fin 2021 à 21 au moment où je tourne cette vidéo, et puis que le PEG ratio est passé de 5,14 fin 2021 à 3,14 au moment où je tourne cette vidéo. On a une très belle chute du cours de bourse donc de Geberit en Suisse. Là encore, il s'agit d'une entreprise intéressante. On voit cependant que le dividend payout ratio est relativement élevé à 63%, ce qui veut dire que là encore, l'entreprise a tendance à beaucoup distribuer ses bénéfices à ses actionnaires, ce qui bien entendu pourrait impacter la croissance du groupe au cours des prochaines années. Alors on passe au titre suivant, CHR Hansen, donc Christian Hansen, qui est en baisse de moins 50%, donc une très grosse baisse sur le titre, qui est une très belle valeur qualitative. On note que le dividend payout ratio est tout à fait correct à 50%, et puis on note au niveau de l'endettement que le ratio dette sur EBITDA est légèrement supérieur à 3. Ça reste tout à fait correct, on a un très beau dossier ici avec un PER qui s'est fortement contracté, celui-ci passant de 52 en août 2020 à 29 au moment où je tourne cette vidéo. Et puis on voit que le PEG ratio est lui passé de 38 à 9. Alors bien entendu, il faudrait regarder d'autres ratios de valorisation pour se faire une idée sur ce genre d'entreprise. On passe ensuite au titre Sika qui est en baisse de 50% depuis ses derniers plus hauts. La chute est très impressionnante. Alors là aussi, on a affaire à une très belle entreprise. Je vous laisserai regarder les ratios qui sont ici. Et puis, on observe une très forte contraction des ratios de valorisation, notamment du PER qui est passé de 58 fin 2021 à 27 au moment où je tourne cette vidéo. Et puis du PEG ratio qui est passé de près de 5 fin 2021 à 2,65 au moment où je tourne cette vidéo. Donc entreprise potentiellement intéressante dans une optique de très long terme. Je vous laisserai regarder ça de votre côté. Alors je vous ai mis ensuite l'entreprise finlandaise Kone, donc valeur scandinave qui a fortement souffert également, moins 51% sur le titre depuis ses derniers plus hauts, très impacté par ce qu'il se passe en Chine. Vous savez peut-être que Kone est le premier acteur au niveau des ascenseurs en Chine, et donc Kone est impacté par la crise immobilière actuellement en Chine puisqu'ils ont bien entendu une demande en baisse dans le pays. Alors un point important sur Kone ici, on voit que le dividend payout ratio est de 113%, ce qui veut dire que Kone pourra à un moment décider de baisser son dividende, ce qui pourrait encore davantage impacter le cours de bourse de Kone. On note cependant que l'entreprise est faiblement endettée, donc elle pourrait utiliser l'endettement pour éventuellement payer son dividende. Cependant, avec des taux d'intérêt en hausse, on peut penser que l'entreprise n'aura pas forcément envie de s'endetter à des taux élevés, et donc on pourrait imaginer une coupe du dividende si jamais la situation en Chine venait à durer. Donc méfiance, le titre pourrait encore davantage baisser, pour autant à très long terme, Kone me semble une entreprise très intéressante. On voit que le PER est passé de 37 fin 2020 à 25 au moment où je tourne cette vidéo et que le PEG ratio est passé de 11 à 10, donc on a un PEG ratio relativement élevé. Maintenant, lorsqu'on regarde les différents ratios de valorisation et notamment le PER, on peut voir que l'entreprise est correctement valorisée par le marché, même si bien entendu on pourrait assister à une coupe du dividende et donc il faut rester méfiant. L'entreprise pourrait davantage être décotée dans les mois qui viennent. Alors on passe à Eurofins Scientifique, valeur star de ces 2 dernières années, qui est en baisse de 53% depuis ses récents plus hauts. C'est une très belle valeur au niveau fondamental. Cependant, on voit que les ratios de valorisation se sont fortement contractés, le PER passant de 28 fin 2021 à 18 au moment où je tourne cette vidéo, et le PEG ratio passant de 1,05 à 0,72. Donc là, on a un PEG ratio largement inférieur à 1. On a peut-être quelque chose, ou en tout cas un coup à jouer sur Eurofins Scientifique, si le titre venait à corriger davantage, et dans une optique bien évidemment de long terme. Il faudra bien entendu prendre en considération le fait que l'entreprise pour le moment est attendue sans croissance pour les 2 à 3 prochaines années, ce qui bien entendu a un impact sur l'évolution du cours de bourse. Alors je passe ensuite à Sofina qui est un holding, et donc les chiffres qui sont ici sont un peu différents, les ratios proposés sont un peu différents. Le titre est une valeur qualitative, c'est un titre qui a toujours battu le marché au cours des 3 dernières décennies avec des rendements supérieurs à 10% par an en moyenne, donc sur longue période. Le titre est en baisse de 60% depuis ses récents plus hauts. Bien entendu, on voit ici que le PER s'est fortement contracté comme les autres valeurs présentées dans cette vidéo, avec notamment un PER passant de 7 fin 2020 à 2
Au moment où je tourne cette vidéo, la décote de holding est actuellement d'environ 35%. Et donc là aussi, il y a peut-être éventuellement des choses à faire sur Sofina si jamais le titre venait à corriger davantage par exemple. On voit également que le PEG ratio est passé de 0,59 à 0,17, donc une très forte contraction du PEG ratio au cours des derniers mois. Alors bien entendu, quand un titre se met à chuter comme ici, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas chuter davantage, donc il faut rester méfiant. Pour autant, il me semble qu'il y a des choses qui se regardent actuellement dans le marché et Sofina fait partie des actions potentiellement intéressantes dans une optique de long terme, bien entendu à condition de croire au rebond au cours des prochains trimestres du private equity, outil d'investissement utilisé majoritairement par Sofina. Je vous laisserai regarder tout ça de votre côté. Alors je vous ai mis une autre valeur star déchue des dernières années, le titre Adyen, qui est potentiellement également un titre qualitatif, voire ultra qualitatif, ayant cependant des ratios de valorisation relativement élevés. C'est ce qu'on peut voir ici. On peut voir que le PER est toujours de 71 au moment où je tourne cette vidéo. Pour autant, on voit que celui-ci est passé de 224 à 71 en l'espace de 1 an et demi environ. Ça veut dire une très forte contraction du PER d'Adyen au cours des 18 derniers mois. Et puis on voit que le PEG ratio est lui passé de 4,53 fin 2020 à 2,17. Ça veut dire là aussi une contraction très forte du PEG ratio d'Adyen au cours des 18 derniers mois. Je vous rappelle pendant que j'y suis que Peter Lynch n'aimait pas investir dans des entreprises dont le PER était supérieur à 40. Alors dans un monde où les taux d'intérêt étaient relativement bas, on est dans un monde où les taux d'intérêt remontent. Ça veut dire que potentiellement Peter Lynch n'aimerait pas aujourd'hui investir dans des entreprises ayant un PER compris entre 40 et 50. Le PER d'Adyen est toujours de 71, donc un PER encore élevé. Pour autant, si le titre venait à consolider davantage, peut-être passer en dessous des 1000 euros, ce titre pourrait devenir intéressant dans une perspective de long terme. Enfin, dernier point important ici, je rappellerai qu'un titre comme L'Oréal, dont le PER était également supérieur à 70 à la fin des années 60, a obtenu un rendement largement supérieur à celui du marché au cours des 4 décennies suivantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que parfois certains titres, même avec des ratios de valorisation élevés, surperforment le marché, en tout cas ont un rendement au cours du temps qui est supérieur à celui du marché. Voilà, donc c'est le genre de valeur que l'on peut éventuellement regarder, surtout si le marché venait à continuer de corriger et éventuellement à corriger fortement dans une optique de très long terme. Enfin, dernier titre de cette liste, Adidas, qui est en baisse de 61% depuis ses derniers plus hauts. Alors Adidas est en baisse pour deux raisons, c'est un peu comme Nike aux États-Unis. Adidas est en baisse parce que le titre, en tout cas l'entreprise, est concurrencée par Antasports en Chine sur le marché chinois, premier point, puisque Adidas s'est fait dépasser par ce fournisseur de vêtements de sport en Chine. Idem pour Nike au cours des derniers mois. Et puis, deuxième point important, il s'agit d'une entreprise dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Or, ce secteur est généralement vendu lors des périodes de récession. C'est le cas avec Adidas ici. Alors il est important de noter ici qu'Adidas est une valeur qualitative avec un aspect cyclique et c'est ce qu'on retrouve ici dans l'interest coverage qui est de 6,43 pour être précis. Lorsqu'on regarde ça historiquement, on peut noter qu'en bas, ou en tout cas sur les points bas des différentes récessions historiquement, Adidas a un interest coverage aux alentours de 3 et puis celui-ci remonte au-delà de 10 lors des périodes d'expansion qui suivent les différentes récessions. Donc on a un interest coverage qui est en train de se contracter chez Adidas, c'est plutôt normal au regard de l'aspect cyclique de l'entreprise. Et puis on voit qu'au niveau des ratios de valorisation, ceux-ci se sont fortement contractés. Le PER d'Adidas passant de 135 fin 2020 à 13 au moment où je tourne cette vidéo, et puis le PEG ratio passant de 10 à 3 au moment où je tourne cette vidéo. Alors Adidas traverse une période compliquée avec le licenciement récent de son PDG qui va être remplacé et pour autant l'entreprise me semble être une entreprise intéressante dans une perspective de long terme et puis en vue d'une reprise post-récession. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Donc pour synthétiser tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, premièrement, on est au milieu du gué, c'est-à-dire que soit le marché se met à rebondir sur ses niveaux de cours et puis on range potentiellement pendant plusieurs mois, soit on a un flush du marché avec un crack et un mouvement directionnel baissier très fort qui se met en place dans les semaines qui viennent. On devrait savoir tout ça très vite.
Ceci étant, marché directionnel baissier très fort ou non, on commence à avoir des opportunités sur certaines actions, notamment des actions qualitatives, et donc il est important de guetter ces actions, en tout cas de suivre ces actions dans les mois qui viennent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.